des camps, conçus pour mettre à mort de manière industrielle des millions d'êtres humains, hommes, femmes et enfants. C'était l'aboutissement de l'entreprise nazie, responsable d'une guerre qui fit 40 millions de morts à travers l'Europe. Cette barbarie avait une origine, la volonté et l'imagination d'un seul homme. Cas unique parmi les grands criminels de l'histoire, cet homme arriva démocratiquement au pouvoir et fut aimé jusqu'à sa chute par une large partie de son peuple. Plus exceptionnel encore, dès le début de sa carrière politique, il avait annoncé ses projets de guerre et de destruction. Non pas dans un opuscule, mais dans un best-seller, distribué massivement. Voici l'histoire de ce livre. Aus Kraft geboren, in Kraft geschaffen, leuchtend in Erz. Mein Kampf. Landsberg, une petite ville en Bavière. Ici, comme dans toute l'Allemagne, évoquer Mein Kampf auprès de la génération de la guerre n'est pas une chose aisée. Nein, kenne ich nicht. Ah ja, wir haben schon ausgekämpft. Wollen wir auch nicht kennen. Sehen Sie nicht? Nein, wollen wir auch nicht. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Mein Kampf, un sujet qui dérange. Un livre longtemps enfoui dans les mémoires. Manfred Deiler, un habitant de Landsberg, est né, lui, juste après la guerre. À quel moment avez-vous entendu parler de Mein Kampf pour la première fois? Je ne me souviens pas exactement. Ça s'est produit quand j'étais adolescent, quand j'avais 16 ou 17 ans. Ça avait duré longtemps avant qu'on en parle. Entre nous, les adolescents, c'était une sorte de secret qu'on se transmettait de bouche à oreille, car la génération plus âgée n'en parlait jamais. C'était une histoire spéciale autrefois. Une histoire qui commence ici même, dans la vieille prison de Landsberg, il y a 80 ans. C'est dans cette cellule, au cours de l'année 1924, qu'Adolf Hitler a écrit Mein Kampf. Chef d'un groupuscule ultranationaliste, le NSDAP, il vient de tenter un coup d'État contre la jeune démocratie allemande. Déjà, il veut un régime autoritaire. C'est un échec. Et Hitler est condamné à plusieurs années de prison. Son avenir politique s'assombrit. Et même s'il dispose de confortables conditions d'incarcération, les journées derrière les barreaux sont longues. Alors Hitler décide d'écrire un livre pour justifier son putsch et poser les bases de son action future. Il dicte son texte à plusieurs de ses camarades emprisonnés, dont le célèbre Rudolf Hess. 2 ans plus tard, Hitler, jugé inoffensif, est libéré. Dès lors, Mein Kampf se trouvera au cœur de sa marche vers le pouvoir. Pour les nazis, le livre est en effet l'occasion de rebondir après l'échec du putsch.
Un homme joue un rôle crucial, Max Amann, le directeur d'Eher Verlag, la maison d'édition du parti. C'est lui qui a l'idée d'un titre efficace et évocateur. Mein Kampf, mon combat. Dès sa publication, l'ouvrage connaît un succès certain. Il s'en vend plusieurs milliers. Les entrepôts d'Eher sont vite débordés. Les premiers lecteurs sont les premiers fidèles du NSDAP. L'ouvrage leur sert de viatique, de feuille de route. Cela convainc Hitler d'écrire un deuxième volume qui sera accolé au précédent. Il y a une raison au succès de Mein Kampf. Sonné par la défaite de 1918, l'Allemagne vit une crise d'identité. La démocratie balbutie. Certains, alors, sont tentés par des solutions extrêmes. Hitler et son livre viennent à point nommé. Hitler résume, exagère, tout ce qui flotte sur le marché des idées politiques de l'extrême droite. À l'époque, l'extrême droite était surtout constituée de vieux messieurs éloignés des masses. Eh bien, à cette époque, apparaît un tout jeune homme qui se présente comme un homme du peuple. Et c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Hitler ne se contente pas de s'approprier des thèses en vogue, de l'eugénisme à l'antiparlementarisme. Il formule un véritable projet politique, aussi dément que précis. Il veut un État raciste et totalitaire, réservé aux seuls Aryens et dirigé par un Führer tout-puissant. L'impuissance des peuples ne survient que lorsqu'ils ont renoncé à la pureté de leur sang, écrit-il. Il préconise également l'extension de l'Allemagne au détriment de ses voisins, par la guerre. Le but de notre politique extérieure est d'assurer au peuple allemand le territoire qui lui revient en ce monde. Cela justifiera le sacrifice de nos propres enfants, écrit-il encore. Il promet une lutte à mort contre les démocrates, le communisme et la revanche contre la France. Enfin, il appelle à la destruction des Juifs, dont il veut débarrasser l'Allemagne et le monde. Les Juifs sont des sangsues, la maladie du peuple allemand. Seule la force d'une passion nationale peut braver leurs menées internationales. Mais un tel geste ne saurait aller sans effusion de sang, affirme-t-il. Les Juifs, une obsession pour Hitler. Le terme le plus cité dans Mein Kampf. Une haine, pourtant presque ordinaire. L'idée que les Juifs sont responsables d'un phénomène de dégénérescence de l'Allemagne est répandue dans une partie, peut-être pas majoritaire, mais pourtant importante de la population. En particulier dans l'élite académique et dans la droite réactionnaire. La logique profonde qui est derrière Mein Kampf, c'est le fait que Hitler a une réponse à tous les échecs, que ce soit son échec personnel ou l'échec de sa politique ou l'échec de l'Allemagne. Ce sont toujours les Juifs. Sa force, effectivement, c'est de mêler l'autobiographie et le destin collectif. S'il a raté l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, c'est la faute des Juifs. Si l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale, c'est aussi parce que, dit Hitler, il y aurait eu une conspiration juive internationale. Et c'est ça, finalement, en même temps, la force du plaidoyer hitlérien auprès de beaucoup d'Allemands de l'époque, c'est qu'ils se reconnaissent au plan collectif et au plan individuel aussi, dans le parcours individuel hitlérien.
Mein Kampf est donc autant l'œuvre d'un esprit solitaire que le produit des pires miasmes de l'Allemagne des années 20. Des miasmes qui iront en se propageant. Quelques-uns, plus clairvoyants ou plus menacés, en prennent conscience. Juif alsacien, Georges Loinger entend alors parler du livre par un médecin juif habitué des voyages outre-Rhin. Un jour, il nous réunit et il nous dit « Je dois vous parler d'un livre que j'ai ». Il nous montre le livre, il s'appelle Mein Kampf. Il est écrit par un Allemand très particulier qui est profondément antisémite. Et j'ai lu ce livre avec angoisse. C'est un livre terrifiant, le plus terrible que j'ai lu jusqu'à présent. C'est un homme de très grande ambition et qui sans doute, il est un grand orateur. Il va sans doute se développer, être important, parce que je crois qu'il va devenir dangereux. Pour Hitler, l'intérêt de Mein Kampf n'est pas seulement idéologique. Au milieu des années 20, il passe encore pour un excité, un extrémiste, parmi tous ceux nombreux qui complotent contre la République. Hitler était considéré comme quelqu'un qui, comme on dit en Bavière, avait une grande gueule. Il se retrouve dans une situation où, pour utiliser une formule actuelle, il est obligé de changer son image. S'il voulait faire oublier son image de putschiste raté et de brailleur, il devait présenter une sorte de programme et grâce à ça, accéder au statut plus valorisant d'écrivain. Grâce à son livre, Hitler s'impose comme la figure de proue de l'extrême droite, un Führer parfaitement crédible. Et puis, en 1929, tout s'accélère. À la faveur de la crise économique, la modeste organisation nazie engrange ses premiers succès électoraux et se transforme en un parti de masse. Les électeurs ou les futurs électeurs, les sympathisants ou les curieux s'intéressent de plus en plus aux livres de l'homme qui monte. Fin 1932, alors que les nazis sont aux portes du pouvoir, Mein Kampf s'est vendu à 290 000 exemplaires. C'est déjà un best-seller. Il fait d'Hitler un millionnaire. Avec ses droits d'auteur, celui-ci achète le fameux Berghof. Face aux nazis, il y a encore une opposition, composée d'intellectuels, de démocrates ou de communistes. Ils ont conscience du rôle que joue le livre, comme le montre cette caricature. Mais l'ont-ils pris au sérieux? Ont-ils compris l'ampleur du drame à venir? C'est une question qu'on retournait dans tous les sens. Personne ne savait vraiment quoi penser. On se demandait s'il allait vraiment faire ce qu'il avait écrit ou si c'était simplement le livre d'un propagandiste des années 20, dont la politique serait tout à fait différente. Parfois, on se moquait de son imagination. On disait que Mein Kampf n'était qu'un tissu de fantasmes impossible à mettre réellement en œuvre. Mais il y avait aussi des voix prémonitoires qui disaient « Si un parti ou le chef d'un parti écrit des choses aussi radicales, il doit être capable de prendre des mesures radicales. » Les quelques voix prémonitoires ne changeront pas le cours des événements. Plus tard, les opposants à Hitler seront les premiers occupants des camps de concentration nazis. En janvier 1933, en effet, après son succès dans les urnes, Hitler triomphe. Il est nommé chancelier. Rapidement, il impose son pouvoir et la force de sa propagande. Dès lors, Mein Kampf devient la Bible du Troisième Reich. Une Bible quasiment au sens strict, dont on fabrique une réplique monumentale.
Ou encore cette édition de luxe, destinée aux nazis les plus méritants. Cette Bible, le régime entreprend de la diffuser au sein de la population, le plus largement possible. Au moyen, par exemple, de ce film de propagande. Sein Werk Mein Kampf wurde zum ehernen Grundstein des deutschen Aufbaues. Mein Kampf bleibt für alle Ewigkeit das politische Lebensbuch des deutschen Volkes, das Buch der Deutschen. On utilise aussi la publicité la plus classique, comme cet encart où l'on promeut Mein Kampf aux côtés d'une machine à coudre. Ou encore celui-ci, où le livre ferait un excellent cadeau de Noël, explique-t-on. C'est l'ensemble de la société qui se trouve bientôt aux prises avec Mein Kampf, qu'il soit ouvrier méritant dans une usine Krupp, jusqu'au plus improbable, les aveugles. En 1936, une décision augmente considérablement la diffusion. Un exemplaire du livre est offert par les mairies à tous les couples qui se marient. Très rapidement, on franchit alors la barre des 4 millions d'exemplaires distribués. Une réussite célébrée par Goebbels, le propagandiste en chef, qui s'émerveille. Und heute mutet es uns fast wie ein Wunder an, dass dieses Werk eines Einsamen auf dem kleinen Tisch einer Festungszelle geschrieben, zum größten Bucherfolg aller Zeiten geworden ist. À la fin du Troisième Reich, 12 millions d'exemplaires auront été distribués. Un foyer sur 2 en possédera un. Un livre possédé par 12 millions d'Allemands est-il un livre lu par ces 12 millions d'Allemands? Une question cruciale. Car l'avoir lu, cela voudrait dire avoir connu à la meilleure source ce qu'Hitler avait dans la tête, la barbarie de ses intentions. Ou bien Mein Kampf n'était-il qu'un objet de propagande que l'on détenait mais que l'on n'ouvrait pas? C'est ce que dirent beaucoup d'Allemands après la guerre. Des Allemands comme le père de Manfred. Also, ich habe, wie ich dann älter war, il a dit, mais je ne l'ai pas entièrement cru, que c'était un livre accessoire, un ouvrage de basse qualité, que c'était pour ça qu'il ne l'avait jamais lu. Pourquoi, à votre avis, votre père et votre grand-père également ont-ils dit qu'ils n'avaient pas lu le livre? Peut-être pour éviter toute discussion. Mein Kampf, pas ou peu lu, c'est aussi ce qu'ont affirmé de nombreux historiens d'après-guerre, comme Hans Mommsen, longtemps une référence de l'étude du nazisme. À vrai dire, Mein Kampf est le livre le moins lu parmi les best-sellers de cette époque. Cela tient au fait que son contenu se réfère à l'univers des années 20 et a peu de dimension programmatique. En réalité, les effets de la propagande du régime étaient insignifiants, et notamment après 1933. Bien sûr, on mettait Mein Kampf entre les mains des jeunes mariés, et les fonctionnaires étaient obligés de l'acheter. Mais en réalité, il a été à peine lu, car il ne donnait aucune réponse politique concrète. Le débat n'est pas clos, car une nouvelle génération d'historiens commence à examiner cette question délicate. L'Autrichien Ottmar Plockinger est l'un de ceux-là.
Comme les sources d'informations sont rares, il a eu l'idée de consulter les registres des emprunts dans les bibliothèques. En 1933-1934, il y a eu un grand intérêt pour le livre, reflété par le nombre d'emprunts dans les bibliothèques et aussi par les ventes, intérêt qui a baissé ensuite. Et après, il y a eu à nouveau différentes vagues d'intérêt. Cela montre bien que ce livre n'a pas seulement rempli les étagères à des fins décoratives. Ainsi, au cours de la seule année 1933, quand Hitler accède au pouvoir, 1 million d'Allemands achètent Mein Kampf. Ils veulent tout simplement connaître les intentions du nouveau Führer. Cet encart, paru dans un journal nazi, les y incite. Le livre du jour, Mein Kampf. Que va faire Hitler? Se demandent aujourd'hui des millions d'Allemands. Pour le savoir, lisez son livre et vous connaîtrez ses buts et sa volonté. Par la suite, quand des situations de crise arrivent, et cela se voit avec le nombre d'emprunts en 1938-1939, alors on se remet à lire ce qu'Hitler avait écrit sur ce problème, à l'époque. Un autre historien s'est penché sur le sujet, un Français, Fabrice d'Almeida. Lui aussi renouvelle les connaissances. Est-ce qu'on l'a lu véritablement dans l'intégralité, mesuré, etc. Je pense que finalement, beaucoup moins de personnes l'ont lu par rapport à ces millions de personnes qui l'ont possédé. Donc ça, c'est une chose. Par contre, il faut bien y penser, il y a tout un tas de résumés, tout un tas de digestes, tout un tas d'extraits qui circulent et qui font que le livre sensibilise très au-delà, en fait, du nombre d'exemplaires qui a été mis à disposition des Allemands. Des résumés comme celui-ci, consacré à la question raciale dans Mein Kampf, ou comme celui-là, destiné spécifiquement aux jeunes. Moi, il y a une chose qui m'avait frappé, il y a énormément de journaux qui utilisent des citations, des bouts. Il y a énormément de discours d'hommes politiques qui commencent par une phrase, par un extrait de Mein Kampf. On distribue des petites bannières, des petits slogans, vous savez, à accrocher au bras ou à mettre, sur lesquels il y a des phrases de Mein Kampf qui sont écrites. Le livre imprègne l'Allemagne. Mais lire n'est pas forcément comprendre. Ainsi, les Allemands, qui dans leur majorité ont assisté passivement aux persécutions croissantes contre les Juifs, pouvaient-ils comprendre que le projet hitlérien, contenu dans Mein Kampf, mènerait un jour à l'extermination des Juifs? Je crois qu'il ne faut pas ignorer les petites humiliations quotidiennes auxquelles se sont accoutumés les Allemands. Ils ont pris l'habitude de voir dès le boycott d'avril 1933, de voir qu'on pouvait casser un magasin juif, qu'on pouvait frapper un juif, quand un juif portait plainte, on pouvait à son tour l'humilier quand on était dans la police. Ils ont vu qu'on pouvait les chasser, les limiter dans la ville. Quand on lit Mein Kampf en disant voilà, annihilation des juifs, annihilation des juifs, évidemment, on ne pense pas au processus que nous avons en tête. Le camp d'extermination, les trains, le chambre à gaz, et puis le four crématoire pour éliminer les corps. C'est pas ça qu'on a en tête. C'est pas du tout ça qu'on a en tête. On a l'idée peut-être qu'on va leur tirer dessus, qu'on va les chasser à coups de matraque, que si nécessaire, il y aura quelques têtes fracassées. Difficile d'entrevoir la solution finale en lisant Mein Kampf, malgré tout de même quelques indices d'une catastrophe prochaine. Ces indices, certains, pourtant les comprennent. Georges Loinger voit arriver en Alsace des Juifs allemands qui fuient le nazisme par milliers. Beaucoup passaient par l'Alsace. Les Allemands nous disaient « Comment, Juifs allemands, restez ici, mais vous n'avez pas lu Mein Kampf ?» C'est là qu'eux en parlaient. Il va faire la guerre, il va venir, et il va venir ici, je ne vais pas rester à Strasbourg. Ces Juifs allemands, eux, avaient lu le livre. Voilà, ça c'est une chose que je peux vous affirmer. Ils en étaient profondément imprégnés et profondément conscients qu'ils vivaient un enfer,
qu'ils étaient destinés à disparaître. Donc ils prenaient la fuite. Et eux nous disaient, vous êtes ridicules, vous deviez partir vous-même. Georges Loinger ne fuit pas, comme la plupart des Juifs français. Ce livre, c'était un avertissement dramatique et qui aurait dû être pris tout à fait au sérieux. Vous voulez dire que Mein Kampf est un texte difficile à comprendre, c'est ça que vous voulez dire? Difficile à admettre, à comprendre. Bon, on le lit, on l'entend. À admettre quoi? À admettre la suite. On n'en tirait pas la conclusion inimaginable. Une fois Hitler au pouvoir, le monde entier cherche à connaître ses projets et découvre Mein Kampf. La maison d'édition du parti vend une dizaine de traductions du livre, de l'Angleterre à l'Espagne, en passant par le Brésil ou la Suède. Ce dont la propagande nazie se réjouit. Un livre qui parcourt le monde, proclame-t-elle. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que toutes ces traductions sont tronquées, expurgées de passages trop violents ou trop explicites. Il est absolument hors de question pour Hitler de se lier les mains à ce texte qui contient énormément d'indications potentielles sur sa politique raciale, sur sa politique étrangère, etc. Donc l'idée du régime, c'est surtout contrôler la diffusion de ce texte. Il faut bien imaginer ce que c'est Mein Kampf. C'est un texte qui est dicté devant un petit parterre de fanatiques dans une prison allemande et qui devient, par le cours des événements, qui devient le support idéologique, qui devient le principal texte idéologique d'un régime totalitaire. Mein Kampf, c'est un texte qui dévoile un plan de domination du monde, mais d'habitude, les plans de domination du monde, ils se font dans l'obscurité. Là, c'est un plan de domination du monde distribué à des millions d'exemplaires par un régime totalitaire. On a pu dire que c'est une conspiration en plein jour. C'est ça la nature particulière de ce texte. Et c'est ça qui embête Hitler lorsqu'il devient chancelier, évidemment, au plan des relations internationales. Il y a un pays où les nazis refusent absolument de voir le livre traduit, même sous forme expurgée. Le pays le plus cité et le plus attaqué dans Mein Kampf. La France est et reste l'ennemi que nous avons le plus à craindre. Ce peuple qui tombe de plus en plus au niveau des nègres, mais sourdement en danger par l'appui qu'il prête aux Juifs pour atteindre leur but de domination universelle, l'existence de la race blanche en Europe. La contamination provoquée... D'autres passages sont plus précis encore. Hitler préconise un système d'alliance visant à détruire ce pays qu'il exècre. Ces menaces explicites permettront-elles aux Français de réagir aux dangers qui les guettent? Alerter l'opinion, c'est précisément le but d'une petite maison d'édition qui se trouve encore dans le quartier latin à Paris. Il s'agit des Nouvelles Éditions latines, dirigées à l'époque par Fernand Sorlo. L'homme se situe à l'extrême droite maurassienne, mais également très anti-hitlérienne. En 1934, au nez et à la barbe des Allemands, Sorlo décide de publier une traduction intégrale de Mein Kampf. Il faut avertir. Hitler veut vraiment nous assouvir et nous passer en esclavage, ni plus ni moins. La France, il faut qu'elle soit rayée de la carte. Le livre fait 700 pages. Et Sorlo fait figurer en exergue une phrase d'un héros militaire, lui aussi inquiet des projets hitlériens. Tout Français doit lire ce livre. Au même moment, en Allemagne, Hitler se lance dans une entreprise de réarmement massif pour constituer une armée capable de mettre en œuvre sa politique, dont l'un des objectifs est la revanche contre la France. Or, en 1934, il n'est pas encore prêt à la guerre. Il a besoin de temps,
et donc de ne pas alarmer les Français. Alors, quand il apprend l'existence de la traduction de Sorlo, il est furieux. Comme un justiciable ordinaire, Hitler porte plainte contre l'éditeur pour violation du droit d'auteur. Le procès se tient en juin 1934. Sorlo plaide que Mein Kampf a une portée politique et doit échapper aux règles ordinaires de l'édition. Rien n'y fait. Les juges donnent raison au Führer, ordonnent de retirer le livre de la vente et font saisir les stocks. Une partie des exemplaires échappe à la police, grâce à la Ligue contre l'antisémitisme fondée par des juifs pour lutter contre les persécutions. Pour montrer le vrai visage de Hitler, l'association envoie 5000 exemplaires du livre à ce qu'on appellerait aujourd'hui des leaders d'opinion. Intellectuels, députés, ministres. Mais comme en Allemagne avant 1933, on ne sait que penser de ce texte si particulier. Beaucoup d'hommes politiques français réagissent, qui peuvent le lire ou le regarder, réagissent en disant de toute façon, il y a ce qu'on a écrit avant d'arriver au pouvoir, et puis il y a ce qu'on fait une fois au pouvoir. Bon, c'est fou, Mein Kampf, mais depuis qu'il est au pouvoir, est-ce qu'Hitler n'a pas montré qu'il était capable de se modérer? D'ailleurs, il parle de paix régulièrement. Là, après, on peut échafauder des explications, par exemple psychologiques. On peut se dire, est-ce que les élites françaises étaient prêtes à accepter l'idée qu'on avait ici le programme d'une guerre à venir? C'est là un point essentiel. Les élites, comme l'opinion publique, veulent la paix. D'autant qu'Hitler les conforte dans l'idée que Mein Kampf n'est pas un problème. En 1936, il accorde une interview au journal Le Matin, où il décrit son livre comme une œuvre de jeunesse, écrite avec l'emportement d'un apôtre persécuté. « J'ai changé », dit-il. « Ma rectification, je l'écrirai dans le grand livre de l'histoire. Soyons amis », conclut-il. Le jeu de dupes continuera longtemps. En 1938, les Français et leurs alliés anglais négocient avec le Führer. Celui-ci leur fait croire qu'il veut la paix. Les accords de Munich sont signés. C'est à ce moment crucial que les nazis parachèvent leur entreprise de désinformation. Les réseaux de Hitler en France font publier un faux Mein Kampf aux éditions Fayard. Comble de l'hypocrisie, dans la préface, l'éditeur s'appuie sur le fait que Mein Kampf n'est pas vendu en France. Surtout, les phrases les plus hostiles aux Français sont modifiées. Ainsi, la France est l'ennemi mortel de l'Allemagne, y devient, la frontière entre nos deux pays est définitivement fixée. Les Français et les Allemands ne doivent plus se considérer comme ennemis héréditaires. Mais l'illusion de Munich est courte. L'évidence s'impose. Hitler a trompé tout le monde. On va vers la guerre. Le grand public découvre alors Mein Kampf. En 1939, des dizaines de fascicules sont publiés. Trop tard, sans doute. Ces textes révèlent l'obsession anti-française de Hitler. Mais un thème est généralement ignoré. Le sort promis aux Juifs. Dans cette insensibilité à l'antisémitisme, déjà, on devine les lendemains. La collaboration et la déportation des Juifs français, dans l'indifférence générale. En 1940, en effet, après avoir envahi la Pologne, l'Allemagne s'apprête à attaquer la France. Juste avant l'offensive victorieuse, Goebbels confie à des proches. En 1933, à la place du président français, j'aurais dit « L'homme qui est devenu chancelier et qui a écrit Mein Kampf ne peut être toléré comme voisin. Soit il disparaît, soit nous l'envahissons. » Or, les Français n'ont rien fait
et maintenant nous sommes prêts, nous allons faire la guerre. Hitler met en œuvre ce qu'il avait annoncé. Ses armées écrasent la France. Dans le sang et la terreur, il se taille un empire en Europe, asservit les peuples, massacre les Slaves et commence l'extermination de près de 6 millions de Juifs. La nuit nazie prendra fin. La lumière viendra d'outre-Atlantique, quand l'Amérique entrera en guerre. Et dans sa mobilisation, Mein Kampf joue un rôle. En témoigne cet étonnant film de 1943, incitant les Noirs à s'engager contre le nazisme. The German state, the Bible of the Nazis, the gospel according to Hitler. I'm not going to read all of this, but there are one or two things in this book that will interest you. I quote, "From time to time, the illustrated papers show how a Negro has become a lawyer, a teacher, perhaps even a minister. It never dawns on the degenerate middle-class America that this is truly a sin against all reason, that it is criminal madness to train a born half-ape until one believes one has made a lawyer of him." This book was written 20 years ago. The plan which it foreshadowed has become a reality. En 1945, les Américains libèrent l'Europe et entrent en Allemagne. Au dernier jour de la guerre, à Landsberg, ils découvrent un lieu de pèlerinage, la vieille cellule de Hitler. Tout finit où tout a commencé. Le Troisième Reich est défait. L'armée jadis invincible se rend. Les Allemands s'éveillent d'un long cauchemar. À l'image de ces gens, obligés par les soldats américains d'aller voir de près ces camps à côté desquels ils avaient vécu des années durant. Peu à peu, les Allemands comprennent l'ampleur des crimes commis en leur nom. Alors brusquement, tout change. La Bible nazie brûle les doigts. Le nazisme est vaincu, mais dans Mein Kampf, il y a encore une bombe, ou un poison, et il faut l'éliminer. Il faut l'enfermer. Quelqu'un qui aurait le livre en main et le lirait pourrait peut-être redevenir nazi, comme si ce livre restait une arme secrète de Hitler, même après sa mort. Ce poison, les autorités l'enferment, littéralement. Dans tout le pays, les bibliothèques stockent leurs exemplaires de Mein Kampf dans un endroit appelé Giftkammer, c'est-à-dire la chambre des poisons. Dans Munich en ruine, les Américains tournent ce reportage destiné à édifier la population. In der Gießerei findet eine Handlung von symbolischer Bedeutung statt. Die bleierne Gussform von Adolf Hitlers Mein Kampf wandert in den Schmelzofen. Aus dem Blei des Hitlerbuches entsteht die Druckplatte der ersten freien Zeitung Bayerns. Tourner la page. Tel est l'objectif de l'Allemagne de l'immédiate après-guerre. Mais du passé, fait-on jamais table rase? Pour les Allemands ordinaires, pas de chambre des poisons. La majorité des 12 millions d'exemplaires sont cachés, enterrés dans les jardins, abandonnés dans les greniers, dans un recoin des bibliothèques. Parfois aussi, ils sont détruits. Mais il n'est jamais facile de détruire une Bible.
Des histoires comme celle de la grand-mère d'Olaf Simons ne sont pas rares. Ma grand-mère avait ce livre sur une étagère. La première chose qu'elle ait faite, après la chute, c'était de l'envelopper dans des feuilles de papier huilé et de l'enterrer dans le jardin. Personne ne savait s'il fallait le jeter ou le garder, car on avait le sentiment que c'était un texte délicat. Alors la plupart des gens l'ont caché quelque part, et c'est exactement ce qu'on fait avec les objets délicats. On ne les détruit pas, on les cache et on les conserve en secret. « 60 ans plus tard, l'Allemagne d'aujourd'hui n'est plus celle de 1945. Dans la capitale réunifiée, fière de sa réussite économique, le passé est là, incontournable. En témoigne ce nouveau monument en souvenir de la Shoah, érigé en plein cœur de Berlin. Au cours des 60 dernières années, les Allemands ont fait un travail de mémoire, difficile mais considérable. La génération des Allemands de la guerre s'éteint. Ce sont maintenant leurs descendants qui portent le lourd héritage du Troisième Reich. Peu à peu, la relation au passé s'apaise. Mais il reste au moins un mauvais souvenir qui ne passe pas. Université d'Oldenburg, dans le nord de l'Allemagne. Il y a quelque temps, ce professeur d'histoire a donné un cours sur l'édition sous le nazisme, qui a passionné ses élèves. Dans ce cadre, Olaf Simons leur a distribué une version photocopiée de Mein Kampf. Photocopier un livre est en effet une chose courante dans les facs allemandes. Peu après, Olaf a eu la surprise de recevoir une lettre officielle lui enjoignant de cesser de distribuer ses copies, sous peine de poursuite. J'ai été étonné qu'on ait regardé ce que j'avais fait. Et j'ai été étonné qu'on veuille intervenir dans mes cours. Moi, il me semblait très important de discuter sur ce texte avec mes étudiants. Et pour cette raison, je n'y voyais rien d'illégal. Ce qu'Olaf ignorait, c'est qu'en Allemagne, reproduire intégralement Mein Kampf, même dans un cadre scientifique, est illégal. Depuis la guerre, le livre est en effet interdit de publication et de diffusion. Seuls sont tolérés des résumés commentés ou des exemplaires d'époque vendus chez les antiquaires. La lettre qu'a reçue Olaf vient de l'État de Bavière. Place de l'Odéon, à Munich. Un lieu chargé d'histoire, la même où Hitler a tenté son putsch en 1923. C'est ici que se trouve aujourd'hui le ministère des Finances de l'État. Depuis la guerre, cette institution détient les droits d'auteur de Mein Kampf, car Hitler était officiellement résident bavarois. C'est ce haut fonctionnaire qui dirige l'équipe chargée de faire respecter l'interdiction de publication. C'est la première fois qu'il s'exprime dans les médias. Un sujet sensible, nous a-t-on dit. D'ailleurs, il est encadré par un conseiller en communication. Interdire Mein Kampf est un devoir permanent, un devoir quotidien. Nous empêchons des nouvelles éditions. Ce que nous ne pouvons pas empêcher, c'est que les éditions qui existent déjà, qui ont été mises en vente légalement avant 1945, soient lues. Et on va le faire autant de temps que nous possédons le copyright, et aussi longtemps que cela nous semble possible. Une politique draconienne, donc. Mais dans le fond, sur quel principe repose-t-elle ? Éviter la propagation d'idées nazies ? Ou y a-t-il autre chose ? Manifestement, cette question pourtant anodine dérange. Est-ce que selon lui, le risque, c'est que s'il était publié, il y a beaucoup de gens qui le lisent, le grand public,
Oui, j'ai compris la question. Est-ce qu'on peut faire une pause? Non, ce n'est pas ça la raison. Nous empêchons la réimpression simplement par respect pour la réaction des victimes. Par respect pour la réaction des victimes. Par respect, c'est ça. Voilà, on va le faire comme ça. Ok, on recommence. Nous empêchons la réimpression par respect pour les victimes du national-socialisme, par respect pour leur réaction et surtout pour ne pas déclencher des irritations. Respect pour les victimes. Ne pas irriter. Des réponses étonnantes, même de la part d'un fonctionnaire tenu à une certaine réserve. Nous sommes allés voir un descendant de victimes, justement. Raphaël Seligman est juif, allemand et historien. C'est vraiment de la sottise. Parce que justement, si on respecte les victimes, on devrait plutôt essayer d'éviter de nouveaux génocides. Et ils n'ont pas cessé avec Hitler. Et pour ça, on doit étudier comment on en arrive là. Quelle est la base idéologique? Et le modèle de cette base idéologique, c'est Mein Kampf. Je suis convaincu que ce fonctionnaire ne disait pas la vérité. Je ne sais pas s'il en est conscient ou non. Mais alors, quelle est cette vérité? Pourquoi est-ce que 60 ans après la fin du nazisme, Mein Kampf continue de faire si peur? Qu'est-ce qui, dans ce livre, provoque encore un tel effroi, même chez un grand historien comme Peter Reichel? Vraiment, je n'aime pas regarder ce livre. C'est une situation très étrange. J'ai déjà été filmé avec mes propres livres, et là je souris. Mais ce truc, non. Peu importe où on l'ouvre, c'est vraiment un livre qui parle. Ma question est claire. Est-ce qu'aujourd'hui, Mein Kampf est un tabou? Oui, en grande partie. Je crois que la société allemande a jusqu'à aujourd'hui les plus grandes difficultés à dire, à voir et à accepter que 3 générations plus tôt, ce personnage a reçu un très grand soutien et une grande sympathie de la part d'une société qui doit se justifier, qui a encore honte. À ce tabou, une autre raison peut-être, qu'un Allemand aurait du mal à exprimer. Édouard Husson travaille sur le rapport des Allemands à leur mémoire. Il y a une honte a posteriori. Tout était tellement clair. Alors, il y a 2 types de culpabilité qu'on ne veut pas envisager. C'est ne pas avoir lu Mein Kampf, ne pas l'avoir compris, ou bien, l'ayant lu ou en ayant lu des extraits, ne pas l'avoir estimé pour ce que c'était. C'est ça une des raisons du tabou. Je pense que ça explique. Il y a toute une série de facteurs. La peur aussi d'une résurgence de l'extrême droite. La renaissance de l'extrême droite, la hantise de l'Allemagne démocratique. Une extrême droite pourtant faible, même si dans des quartiers à l'abandon d'ex-RDA, le NPD néo-fasciste réalise de bons scores électoraux. On y compte même des groupuscules néo-nazis. Matthias Adrian en fit partie. Aujourd'hui, devenu militant antifasciste, il conserve ses reliques de jeunesse dans un vieux carton. Bien sûr, Mein Kampf faisait partie de son attirail. C'est même son aura d'interdit qui a attiré Matthias. Mon intérêt résidait dans le fait qu'on entend beaucoup de choses sur Mein Kampf, mais en réalité personne ne connaît vraiment ce livre.
Je voulais tout simplement savoir. En plus de ça, il s'agissait d'un acte de résistance contre l'État et contre ce qu'on appelait le système. C'était un acte symbolique, dévotionnel. Mais au fait, comment s'est-il procuré ce livre interdit ? C'est une édition spéciale, dite édition underground de 1998, contre l'État et contre le système. Elle a été produite au Danemark, mais pour le marché allemand. Il existe une autre parade à l'interdit. Sur le web, il suffit de quelques clics pour trouver un exemplaire original entièrement scanné. À l'heure de la mondialisation, interdire Mein Kampf est impossible. Certes, les Allemands préféreraient l'oublier, mais le livre est là, et bien là. Alors que faire? Comment crever l'abcès? Peut-être tout simplement en regardant Mein Kampf en face. Mais l'Allemagne ne semble pas prête à le voir dans les librairies. Les sondages montrent que la majorité de la population est résolument contre son autorisation. De temps en temps, pourtant, on évoque l'éventualité de publier un jour une version intégrale commentée. Raphaël Seligman est l'un des rares à défendre la libre publication de Mein Kampf sans commentaire. Nous sommes suffisamment mûrs pour ne pas avoir une édition commentée. Je prends un exemple. Quand Hitler dit dans Mein Kampf que les Juifs sont inférieurs et qu'on doit les éliminer, qu'est-ce que je dois dire? Quelle note de bas de page je dois mettre en dessous? Une note disant que c'est faux? On dit aux gens, c'est dangereux. Mais un citoyen mûr ne devrait pas avoir peur. Quand je lis le souvenir d'un assassinat, je n'ai pas peur de devenir un meurtrier. Ces discussions passionnelles sont l'apanage de l'Allemagne. Ailleurs, il en va différemment. En principe, l'État de Bavière, détenteur du copyright, interdit la publication du livre à l'étranger. Cela n'empêche pas Mein Kampf de se vendre à travers la planète, partout où ce symbole du mal fascine. En France, bien sûr, où il est autorisé et se vend à quelques centaines d'exemplaires par an. Mais il y a une partie du monde où Mein Kampf vit une nouvelle jeunesse. Où que l'on soit, quand on est un ennemi radical d'Israël, pour des raisons contemporaines, quand on hait Israël de toute son âme, on se cherche des alliés. Et le plus grand allié que l'on puisse symboliquement trouver, c'est dans ce soulèvement du peuple allemand contre les Juifs et dans le génocide qui coupe tous les ponts avec les Juifs. Il s'agit aussi d'une rupture avec les valeurs de la civilisation occidentale. Quand on défend ce livre, on provoque du même coup l'Occident, car c'est par excellence le contre-livre de l'Occident civilisé. Dans ces conditions, faut-il s'étonner qu'en Égypte, au Liban, en Syrie ou en Palestine, Mein Kampf se vende depuis longtemps? En 2005, en Turquie, l'État de Bavière a même dû intervenir pour faire cesser la vente du livre. Cette année-là, de nouvelles éditions de Mein Kampf se sont écoulées à 80 000 exemplaires, un best-seller à l'échelle de ce pays. Là, une partie de la jeunesse, en quête identitaire, laissée pour compte de la croissance, gangrénée par l'ultranationalisme et l'antisémitisme, croit trouver dans ce livre une réponse à sa révolte. Un baume à ses maux. Loin de la vieille Europe aujourd'hui démocratique, le poison agite encore.
Restez avec nous pour la suite de nos programmes, voulez-vous? Dans un instant, enquête sur le scandale de la multinationale Dole Food, qui a employé dans ses bananeraies du Nicaragua un pesticide interdit.